Donc, nous allons poursuivre cette séquence de la matinée par l'intervention de Patrick Ange-Raoult, qui est président du syndicat national des psychologues. Et donc, notre séquence a pour titre « Construction historique de la profession et prospective, déontologie, instance et formation ». Et donc, nous avons entendu ce matin un point qui semblait essentiel et qui concernait le fait de rappeler que psychologues, nous sommes formés à l'université de sciences humaines et de lettres et non pas à la fac de médecine. Donc, nous n'avons aucune formation, le psychologue n'a aucun, aucun lien direct avec les universités de médecine. C'est un point fondamental que peut-être vous allez pouvoir nous permettre de bien comprendre. Pourquoi nous refusons cette paramédicalisation de nos pratiques et quelles sont les conséquences de ce forçage, en fait. Ça vous va ? Merci. Alors, il n'y a pas de président au SNP, il n'y a qu'un secrétaire général. Hein, donc, voilà, hein, enfin, ça, c'est pas bien important à ce titre-là. Alors, je voulais juste dire 2 ou 3 mots d'introduction un petit peu par rapport à ce qui a été dit, enfin souligner 2 ou 3 points. Hein. Le premier point sur les régionalités épistémologiques, hein, le terme est apparu dans la littérature concernant les psychos à la fin des années 60. Hein. Depuis tout à l'heure, je vois le bouquin, mais j'arrive plus à lire. C'est la myopie avec l'âge qui arrive, hein. Donc j'arrive plus à lire l'auteur, hein, mais c'était un prof de Paris 6, hein, si je me souviens bien, ou Paris 7 exactement. Voilà, donc, et ça c'est important, effectivement, et c'est cette question du pluralisme qui va avec, hein, et bon, je suis tout à fait satisfait hein, que cette notion reprenne un petit peu le pas après des années de lutte de chapelle assez sanglante, hein, dont on a vu les effets à différents niveaux. Pour l'histoire de la psychologie clinique, alors il y a Jacqueline Carrois, mais en fait c'était tout un groupe, le groupe d'histoire de la psychologie, dans lequel il y avait Place, Pétard et surtout Ohaillon. C'est Annick Ohaillon hein, qui a le plus approfondi ce qui concerne la psychologie clinique. Et il y a un autre livre, hein, là aussi je me souviens plus, ça c'est les troubles de la mémoire liés aussi à l'âge, qui est, mais je pourrais vous le faire passer, qui est très très intéressant hein, sur ces questions de psychologie clinique. Alors j'en profite pour glisser, c'est mon moment de pub, hein, le fait que j'ai écrit effectivement beaucoup sur ces questions-là d'histoire de la psychologie. Hein, le premier, je dirais, marquant, entre guillemets, pour moi, c'est au début des années 2000, hein, et le titre, c'était « De la disparition des psychologues cliniciens ». Je suis content, 20 ans après, on y est presque. Non, je plaisante. Et le dernier, c'est sur l'identité du psychologue, et puis il y en a un ou deux, entre autres. Hein. Enfin, je vous invite toujours à les lire. Hein. Mais pourquoi? Parce que ce sont des questions dont on a parlé, là, dont on va reparler un petit peu, hein, qui sont relativement récurrentes. Hein. Pour les sortants, moi, le chiffre que j'avais de psychologues diplômés tous les ans, c'est 4600. Moi, je parle de l'irresponsabilité des universitaires hein, pour la profession. Hein. Je trouve que c'est dramatique parce que si on veut assurer la précarisation hein, de la profession, je pense qu'on peut monter encore jusqu'à 5000 sans problème. Hein. D'accord, oui, c'est ça, mais ça a augmenté hein, effectivement là ces derniers temps et je trouve que c'est dramatique. Alors, je reviendrai pas sur la question hein, de la masterisation générale hein, des autres professions et de la nécessité du doctorat. Alors je me souviens de son prénom, j'ai oublié aussi son nom, c'est Jean-Pierre hein, qui en avait parlé il y a déjà bien longtemps puisqu'on en avait discuté. C'était durant. Hein, non. C'est un collègue qui a eu beaucoup avec les annales médico-psy. Bouchard, Jean-Pierre Bouchard. Bouchard, voilà, c'est ça. Hein, c'est Jean-Pierre Bouchard, parce qu'on en avait, nous, discuté au milieu des années 90. Hein, c'est-à-dire que ça fait presque 30 ans que cette question du doctorat. Et déjà, on retrouve dans la littérature des choses qui avaient été dites même par Armand Toiti en 86, et quelqu'un d'autre avant en avait parlé dans les années, vers la fin des années 70. Donc, c'est une vieille question. Effectivement, j'oserais pas dire qu'il est peut-être un petit peu tard, mais je pense que c'est plus qu'une urgence. Hein, sinon, de toute façon, hein, il restera plus grand-chose à ce titre-là.
Alors, sur les mentions, hein, effectivement, il y a une nouvelle modalité qui fait qu'on a rajouté des mentions. Donc, est apparue une mention neuropsycho, est apparue une mention psycho du développement. Hein, c'est dans le cadre des fiches RNCP, hein, des fiches voilà, hein, qui sont un objet de négociation. Enfin, chacun son petit bout de territoire, enfin, des enjeux. Voilà. Et puis, je rappelle aussi, hein, ça a été dit par 2 fois, qu'effectivement, le poids hein, et les changements des orientations, c'est-à-dire les luttes de pouvoir à l'intérieur de l'université, ont impacté le profil des psychologues. Et on voit bien que dans les années 80, il y avait une certaine homogénéité des psychologues, hein, puisque 80% des psychologues s'inscrivaient dans la mouvance psychanalytique, 90% étaient institutionnels, hein, enfin, travaillaient dans des institutions. Aujourd'hui, ça a complètement explosé. Hein, et donc, ça va rendre d'autant plus compliqué hein, je dirais la construction hein, de cette, comme ça a été dit aussi par Alain tout à l'heure, cette question de l'identité. Hein, c'est-à-dire, là aussi, il y a eu des confusions nivologiques. Hein, l'identité et, je dirais, le choix méthodologique ou épistémologique, c'est pas du tout la même chose. Hein, et on voit bien dans d'autres professions, hein, ils ont une identité professionnelle et avec des spécialités extrêmement différentes, hein, ce qui n'a jamais été possible. Alors, ce que je voulais rappeler hein, dans le temps relativement restreint, parce que j'avais plein de choses, c'était des choses assez concrètes. Hein. C'est Gérard Fourchet. Alors, Gérard Fourchet, ça vous dit rien, mais je vous conseillerais quand même de lire, si vous arrivez à trouver quelques-uns de ces articles, hein, qui disaient l'histoire des psychologues et il y a l'histoire des textes. Hein. Il y a le contenu juridique des textes et les conditions d'émergence de ces textes et des porte-paroles. Hein. C'est-à-dire, ce que je voulais évoquer aussi, c'est tous ces gens anonymes, entre guillemets, hein, qui ont construit la profession dont vous avez oublié les noms. Et puis, l'autre point aussi, c'est pour dire que des tentatives de coordination entre organisations de psychologues, on en a vu plein, hein, donc je vous en citerai quelques-unes à ce titre-là. Alors, je passe sur les années 20 et 30 hein, et début des années 40. Alors, juste 2 mots, hein, il a été les premiers psychologues praticiens, c'est Piron qui les met en place dans les années 20. Hein, l'Institut de psychologie, l'INOP, hein, qui formera les conseillers orientateurs, etc., et les psychotechniciens, c'est dans les années 28 hein, à ce titre-là. Donc, il y a quand même une antériorité voilà, d'une certaine manière. Hein. On est dans le champ de la psycho-expérimentale et de l'application. Les universitaires pensent, il y a des exécutants techniciens. Hein, ça, on est dans cette logique-là à ce moment-là. Alors, pourquoi j'évoque les années 40? Parce qu'il y a eu une bataille entre Vallon et Heuillère. Hein. Alors, sauf que Vallon était un peu trop communiste. Hein, et dans les années 40, c'était pas forcément très bon à ce titre-là. Et Heuillère était plus complaisant, hein, on va dire ça comme ça. Et effectivement, Heuillère instaurait la neuropsychiatrie infantile qui deviendra la pédopsychiatrie et il voulait surtout pas hein, qu'apparaissent les psychologues que voulait mettre en place Vallon à ce titre-là. Hein. Donc, il y a des luttes déjà hein, qui sont de territoire. Donc arrive, hein, comme vous le savez, 47, Lagache hein, avec sa tentative de conciliation. Alors, je ne vais pas reprendre ces points d'histoire, ils ont été évoqués. Je vais partir du premier syndicat hein, qui a été mis en place par Jean Godfrey Cavosi, pardon, en 1950. Hein. En fait, il met en place un pré-projet dans les années 49, hein, mobilise, ils sont 6 ou 7, hein, oui, je vais essayer, de recording progresse encore, hein, parce que vous voyez bien que les enjeux étaient un peu différents, hein, praticiens et diplômés. Hein, donc, les jeux de différenciation étaient un peu sur d'autres registres. Hein. Alors, je vais passer sur un certain nombre de points, parce qu'on ne va pas détailler, mais va se créer le CLAP en 1954, le comité de liaison des associations de psychologues. Hein, qui va tenter de défendre un certain nombre de choses hein, et faire reconnaître un petit peu la profession. Après, on va passer dans les années 60-70, hein, là j'y vais un petit peu au galop.
En 68, il y a le CNPPD fait un avant-projet de loi sur le statut du psychologue. Hein. En 69, travaille avec Anzieux, parce que Anzieux est partie prenante de ce syndicat de psychologues à ce titre-là, avec des tentatives de légalisation du code, etc. Un autre point aussi qui se glisse tout à fait opportunément, c'est le fait que les psychologues vont entrer dans la catégorie A. Alors pourquoi? Alors je passe sur les détails. C'est un psychologue qui est membre justement du syndicat, qui a des problèmes avec son chef de service, qui est un mandarin de la pire espèce qu'on puisse connaître, hein, qui va s'en plaindre à son directeur, qui à ce moment-là, les directions administratives sont en progression de pouvoir entre guillemets, et le directeur va lui suggérer effectivement de devenir catégorie A, de façon à faire les pieds un petit peu aux médecins. Hein, donc bon voilà, enfin, je passe sur ce. Des fois, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que, mais ça a été dit hein, par Roland tout à l'heure, je veux dire, les textes passent par des opportunités. Hein. C'est pas forcément rationnel hein, à ce titre-là, des opportunités, des rencontres. Hein. Alors, le premier, ensuite, il va y avoir ce premier décret statutaire de 71. Hein. Alors, ces premiers décrets s'inscrivent, alors même s'ils sont une reconnaissance en quelque sorte du métier, ils s'inscrivent dans une logique d'auxiliaires médicaux. Et ça va durer dans tous les textes qui vont suivre par la suite hein, à ce titre-là. Alors, autre organisation, hein, donc il y a tout un ensemble de tensions et je passe sur tous les débats, tous les regroupements, tout ce qui se fait, se défait, toutes les luttes un petit peu entre différentes organisations. Hein, mais on voit bien, hein, le partage, il se fait entre je dirais, les expérimentalistes au sens très très large du terme dans les différents courants et l'émergence hein, à partir, je dirais, des années 30 hein, du courant psychanalytique hein, qui va trouver son point d'appui avec Lagache, hein, avec tout le travail de séparation de la philosophie et tous les enjeux et tous les procès. Hein, on se souvient du procès Williams hein, pour usage illégal, enfin pratique illégale de la médecine hein, pour quelqu'un qui faisait de la psychothérapie. Bon, et en même temps, il y a des choses qui se mettent en place hein, à droite et à gauche. Alors, il y a un premier comité de coordination des organisations de psychologues qui va se mettre en place, hein, qui va devenir, après l'ANOP, l'Association nationale des organisations de psychologues, et c'est eux qui, d'une certaine manière, hein, vont construire la loi de 85. Hein. Alors, dans cette ANOP, alors là aussi, c'est de façon contradictoire. Hein. En particulier, c'est la SFP. La SFP, c'est la Société française de psychologie, c'est la plus ancienne. Hein, elle a été créée au début 1901, enfin, je ne sais plus quel nom elle portait, Société... enfin, je sais plus, enfin, bon, elle a changé de nom 2 ou 3 fois, hein, mais elle est plus ancienne. Et elle va chercher à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup liée aux psychologues du travail. Ce sont les premiers qui vont mettre en place même le premier projet de code de déontologie, sont les premiers qui vont chercher à avoir un statut. Hein, donc, et on voit que ça passe par ce biais-là. Et le deuxième point d'appui qu'on va retrouver dans les SFP, ça va être les psychologues scolaires. Ça deviendra les psychologues scolaires, puisqu'il y a une implantation, un l'AI, enfin des gens comme ça sont parmi les premiers hein, qui vont s'inscrire dans le champ professionnel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, des tentatives de coordination. Alors là, je l'ai plus, puis je vais pas le regarder dans le détail, mais vous avez pour la COP 11 ou 15 organisations, mais je veux dire, il n'y en a pas tant que ça à l'époque. Hein. Pour la NOP, vous retrouvez avec 25 organisations à peu près, je veux dire, la grande majorité des organisations qui existent. Hein. Et alors, pour la loi de 85, 2-3 points importants, c'est Jean-Luc Viaud, hein, qui est secrétaire général à ce moment-là du SNP, qui deviendra prof à Rouen hein, après, qui concocte avec Rodolphe Giclionne, qui est plutôt un expérimentaliste, et Claude Bonnet, de la SFP, un premier projet. Hein. Et alors, ce projet qui reste dans la logique des textes de 71, de 74, hein, positionne en quelque sorte le psychologue dans une position d'auxiliaire médical
dans ses implicites. Et il va passer en première instance, en première lecture à l'Assemblée nationale, sauf que là, il y a 4 autres membres du SNP, Gérard Fourchet, Sylvain Sido, Emmanuel Garcin, Norbert Accard, qui vont monter au créneau, qui vont prendre contact avec Jean-Pierre Sueur, qui est de l'Assemblée nationale, qui est le rapporteur, Louis Boyer, qui est un sénateur, pour faire modifier, en lecture du Sénat, faire modifier, faire passer des amendements. Et ces amendements, parce qu'il y a un contexte là aussi politique, il y a une sensibilité, il y a des points d'appui, il y a un nombre de liens administratifs aussi favorables, fait qu'ils vont permettre, d'une part, que le psychologue sorte du champ sanitaire proprement dit, il n'est pas professionnel de santé, c'est l'un des impacts de la loi de 85. Il y a le refus d'une spécialisation trop étroite pour éviter l'instrumentalisation technicienne et la liaison recherche-pratique. C'est-à-dire que le principe qui est un petit peu posé à ce moment-là, c'est que tout psychologue est aussi chercheur, par définition. C'est-à-dire que c'est la notion de praticien-chercheur, en quelque sorte, que d'autres ont voulu défendre. Bon, et puis, il y aura un certain nombre de textes. Voilà. Il faut quand même savoir qu'il n'y a jamais eu de texte concernant les psychologues proprement dit. C'est passé dans un ensemble de trucs poubelles. Voilà, et c'est passé entre des dispositions de profession de santé, c'est le livre 1 du Code de la santé publique ou de la santé, voilà, il a fallu le faire sortir un petit peu, enfin bon, et là on voit bien que c'est passé à très peu pour que la question des psychologues comme auxiliaires médicaux ne soit pas figée. C'est passé à très peu parce que à un moment donné, 4 personnes là, du syndicat, donc j'en profite, je fais de la pub pour la faire, 4 personnes dont on a oublié les noms, enfin personne ne le sait, enfin je veux dire, à part parce que j'ai relu des trucs, parce que j'ai demandé à Gérard Fourchet, qui est un homme plus âgé que moi encore, voilà, de raconter voilà, un petit peu ce qu'il en était, mais sinon, en fait, c'est eux qui ont été les clés. Parce que si ça n'avait pas été, alors en plus ça, il y a eu plein d'amendements qui ont été faits par plein d'autres gens aussi, je crois plus de 80 questions écrites qui ont été suscitées par les interventions des membres des différentes organisations, mais surtout parce que eux vont intervenir auprès de Jean-Pierre Sueur, parce que Accard a une formation juridique qui fait qu'il va rédiger une partie du texte juridique, etc. À ce moment-là, ça passe. Donc bon, les suites de 85, je passe sur un point important quand même, c'est qu'on voit bien que dans la loi de 85, il y a eu aussi un certain nombre de blocages, et en particulier, on a une réglementation du titre, mais pas de réglementation de l'exercice. Et là, ça c'est le grand gouffre dans lequel voilà, qui va poser des petits problèmes. Et puis il y a des contre-pouvoirs au niveau des ministères, et en particulier l'éducation nationale, qui est un monde à part en quelque sorte, va arriver à faire passer un titre dérogatoire, celui des DEPS et des COP, c'est-à-dire des psychologues scolaires et des conseillers d'orientation. Alors que vient de sortir le texte de 85, ou un petit peu avant, ils arrivent à faire sortir ça. Puis il y en aura d'autres. Bon, il y aura un certain nombre de textes qui vont surgir dans la suite des décrets d'application 90 en particulier. Gérard Fourchet, toujours, va avec d'autres rédiger un mémorandum en 88 sur le psychologue dans la fonction publique et va réussir à écrire un projet de décret qui va renvoyer au Conseil d'État. Ça sera accepté par le ministère et on aura le décret de 91 portant sur le statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. Alors là aussi, il y a une lutte constante entre un titre général en quelque sorte qui est donné par la loi 85 et des titres, je dirais, spécifiques. Fonction hospitalière, fonction territoriale, fonction PJJ, qui fracturent en quelque sorte à chaque fois les choses. Bon, les lois de 2002-2003 qui vont modifier. Là aussi, un point important, c'est l'arrêté Monteil. L'arrêté Monteil, c'est 500 heures de stage obligatoire pour l'obtention du diplôme du titre, avec un rôle en particulier de Françoise Caron,
hein, voilà, qui a défendu beaucoup de choses aussi à ce titre-là. Voilà. Bon, puis après vient la loi HSPT, hein, qui fait disparaître d'une certaine manière la question psychologique, renégociation. Jacques Borgy, entre autres, qui s'y collera, hein, de façon à faire revenir, hein, en 2012 la question psychologique dans la loi sur l'hôpital. Hein. Bon, voilà. Donc pour vous dire, et là je donne que quelques éléments, hein, que ce sont des batailles continues, fatigantes, épuisantes. Hein. Roland en parlait. Il faut voir des gens qui n'ont pas grand-chose à faire, qui un sont deux fois ne connaissent même pas le dossier. On vous reçoit dans un sous-sol, il fait froid parfois en plus. Hein. Ils vous donnent même pas de café. Hein. Il y a que, hein, voilà. Je me souviens à l'Élysée, dans un bureau où là, on m'a offert un petit café, j'étais content, j'étais ravi, je pouvais repartir, là, tout était fait. Hein. Bon, mais surtout des gens qui vous écoutent et qui ne vous entendent pas, hein, d'une certaine manière, ou qui vous écoutent, mais qui savent déjà ce qu'ils vont faire et font semblant. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais de véritable négociation. Hein, on a l'impression de faire un tour, voilà. Enfin, voilà. Et puis, bon, bah, c'est pas si flatteur que ça d'aller à l'Assemblée nationale, d'aller à l'Élysée, d'aller je ne sais trop où, au Sénat. Enfin bon, voilà, on voit des bureaux, hein. C'est tout. Voilà. On n'est même pas payé. C'est même pas intéressant. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui ont passé plein de temps à voir des députés, des sénateurs, des responsables, des ministres, etc., enfin, etc. Voilà. Hein. C'est beaucoup de temps. Hein. Enfin, j'y insiste, et là, j'y insiste, hein, pas pour moi. Hein. Moi, j'y passe un petit temps comme ça, je fais mon tour. Hein. Mais pour l'ensemble des collègues qui ont passé du temps, à défendre la profession, hein, et des collègues qui, pour la plupart, resteront anonymes. On ne saura pas le travail qu'ils ont fait. Hein, et pourtant, hein, là j'en cite quelques-uns parce qu'ils ont été particulièrement cruciaux, hein, je dirais, dans comment, les choses qui sont mises en place, hein, pour que ça soit dit. Bon, voilà, j'en dis pas plus, hein, sauf s'il y a des questions, hein, je regarde l'heure en même temps. Alors, là aussi, construction du code de déontologie. Le premier code, c'est l'association professionnelle des psychologues techniciens diplômés en 1957, qui va faire la première ébauche du code de déontologie et qui va proposer un premier code de déontologie. Ça sera repris. Alors, on voit bien, ce sont des gens qui travaillent dans le champ, qui sont dans le champ du travail. Hein, liés à la CNAM et compagnie, etc., et qui ont besoin de points d'appui pour des raisons, je dirais, de terrain. Et ça va être repris par la SFP, hein, qui va proposer un groupe de travail et qui donnera le premier code de déontologie. Voilà, première forme, hein, d'une certaine manière. Et là aussi, hein, il y a des gens qui se réunissent, il y a des organisations, etc. C'est remis un petit peu en rediscussion en 86, mais il y a des conflits d'intérêts surtout sectoriels, hein, qui vont bloquer un petit peu les choses. Et le SNP, lui, va insister pour qu'on relance cette ANOP, hein, cette association nationale qui regroupait plein d'associations, pour que ça puisse se mettre en place, hein, et ce qui aboutira donc au code de 1996, hein, qui sera finalement ratifié par 23 organisations professionnelles, hein, dont 2 centrales syndicales. Hein. Alors là aussi, c'est l'importance du poids des centrales syndicales. Hein, là, c'était la CFDT et l'UFMIG-CGT, hein, pour asseoir un certain nombre de choses. Hein. Et va être mis en place aussi en 97, hein, la Commission nationale consultative de la déontologie des psychologues, CNCDP. Hein, donc, je vous invite à aller voir les travaux de la CNCDP parce qu'ils sont très intéressants, hein, sur le point. Sauf que c'est qu'une version consultative. Hein, ça nous apprend des choses sur ce qui remonte, hein, mais il n'y a pas de débat contradictoire et ça n'implique rien, hein, par ailleurs, hein, à ce titre-là. Et va se mettre en place une autre commission, une commission interorganisationnelle représentative, la CIR, hein, ayant pour objet la diffusion et le suivi du code, hein, et qui, qui regroupe 26 organisations, hein, qui ont des élus. Hein. Et puis, en 2009, il va y avoir une nouvelle relance, un petit peu par la SFP, la EPU. Alors, hein, enfin, on pourra en reparler, hein, parce qu'il y a des enjeux, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, hein, il y a des enjeux, je dirais, dans ces organisations, des enjeux de positionnement, de territoire et d'orientation épistémologique, hein, qui sont très très forts et qui continuent à être présents. Donc,
se forme le GIREDEP, un groupe interorganisationnel de réglementation de la déontologie, qui débouchera sur une version remaniée du code en 2012. Ça, le SNP ne le signera pas. Alors, je me souviens vaguement des détails, c'est parce qu'en fait, ça devient un code de déontologie pour les universitaires. Ah. Alors, c'est lié, entre-temps, mais je vais y revenir après, à la mise en place, à la création de la FFPP, aux orientations qu'elle a prises, et en particulier avec un personnage central que tu évoquais, Roger Lécuyer, qui va jouer. Donc, on s'y oppose, et il y aura plusieurs versions qui vont être faites. Il y a une version aussi, il y a eu un syndicat des psychologues d'exercice libéral qui avait fait une proposition de code de déontologie, et le SNP avec la CFDT avait fait aussi une autre proposition de code de déontologie. Donc, il y a des luttes. Voilà. Alors, je passe là aussi sur un certain nombre de détails. En avril 18, ça devient le CEREDEPSI. C'est celui qui débouchera sur le code de 2021. Alors, en sachant que là, effectivement, on voit bien les enjeux à travers la question du code. La première version apparaît le 5 juin. C'est surtout Jacques Bourgi qui suit, moi j'y suis très peu. Et puis tout d'un coup, en lisant espèce d'éclair final, en lisant un petit peu les choses, et puis ça va remonter par plein d'autres gens qui vont réagir, on s'aperçoit que l'orientation est très expérimentale. Qui est-ce qui mène la danse? C'est principalement la FFPP, parce que on dit il y a 21 organisations, mais il y en a au moins 8 qui appartiennent à la FFPP, 4 ou 5 qui appartiennent à la SFP. Et il y a 2-3 égarés. Voilà. Et effectivement, l'orientation elle est très expérimentale. Je me souviens un petit peu avec le président de la SFP, René Clarisse, les clashs que j'ai pu avoir, parce que effectivement, il n'y avait pas véritablement de notion de sciences humaines. C'est-à-dire que derrière le code de déontologie, c'est-à-dire ce qui viendrait faire loi, entre guillemets, en fait, charte, entre les psychologues, il y a des enjeux épistémologiques, d'orientation qui sont extrêmement forts. Et qu'il n'y a que des petits groupes. Donc là, ça a pu remonter, et il y a eu une modification en quelque sorte dans la version du 9 septembre où ont été intégrés un certain nombre de points de réécriture justement sur l'ouverture au pluralisme et l'intégration des sciences humaines, entre autres. Mais ça sera sûrement encore à réécrire dans les années à venir. Alors, derrière aussi cette question, vient une question particulièrement sensible. C'est la question hors au conseil, organisation. Alors, ça demanderait quasiment une journée entière. Le SNP, à travers sa revue Psychologue et Psychologie, avait fait un numéro, alors je ne sais plus quand, je ne sais plus ce que j'en ai fait, mais il n'y a pas si longtemps que ça, enfin en 2008, je crois que c'était en 2008, il y avait eu tout un débat, et donc tout un numéro avec les pour et les contre, où on retrouve de toute façon les mêmes arguments qu'aujourd'hui, on y reviendra un petit peu après. Le SNP a très vite abandonné, c'était porté par le secrétaire général de l'époque, qui est Yard, mais a très vite abandonné parce qu'il s'est aperçu en travaillant avec des juristes qu'il y avait une impasse de l'entrée de la constitution d'un ordre. Alors, il y a une impasse, il y en a plusieurs. La première impasse, c'est qu'un ordre risquait d'être sous le couvert du ministère de la Santé. Et c'est avec l'inscription dans le code de la santé. L'entrée dans le CSP, le code de la santé tel qu'il est fait en France, il est un code de monopole médical. Tous ceux qui y rentrent sont sous monopole médical. Il n'y a pas d'autre place, il n'y a pas d'autre choix à ce titre-là. Touvenin, la juriste en question, avait fortement déconseillé d'entrer dans ce code de la santé à ce titre-là. Alors, il y a aussi toute une discussion parce qu'il y a des ordres qui sont sous le chapeau du ministère de la Santé, et puis il y a des ordres, l'ordre des architectes, il passe au ministère de la Santé. L'ordre des avocats fonctionne aussi autrement. Donc là, il y a tout un débat, etc. L'autre question, effectivement, c'est est-ce qu'il faut plutôt quelque chose du type haut conseil?
Une espèce d'organisation avec des représentations élues, enfin avec toute la lourdeur et les jeux possibles qu'on connaît. C'est plutôt la position du SNP. Alors, au moins, la position globale du SNP, c'est de dire, si on continue dans ce bordel, on va se faire bouffer. Excusez-moi l'expression, mais on a Montreuil, c'est mon quartier en plus. Donc, voilà. Donc, plaisanterie mise à part, ce que je veux dire par là, c'est que le blocage, pour des raisons diverses, qui sont aussi des raisons de profil sociologique des psychologues, de choix idéologiques, de clivage épistémologique ou méthodologique, de chapelle, de territoire, etc., ça produit, mais ça a été dit tout à l'heure, les gens du ministère nous le disent, ils rigolent quand ils nous voient arriver. Ils nous disent, ah ben vous êtes que le 5e. Ouais, je suis content, bonjour pour vous. Et donc, ils n'ont qu'à choisir. Les plus compliants, voilà. Et c'est-à-dire que ça, y a une approche. Et alors, on voit bien que cette division constante, incessante, répétitive des organisations des psychologues, c'est pas faute de ne pas avoir essayé des coordinations. Le CLAP, la coordination nationale des organisations, c'est des gros, ça rejoint toutes les organisations de l'époque. Et en même temps, à chaque fois, ça échoue. Donc, c'est aussi une mise en garde, une vigilance à avoir. Bon, voilà, j'en dis pas plus, parce que on voit bien les dangers. Alors, le CREDEPSI cherche un petit peu une... Voilà, il y a tout un débat à l'intérieur actuellement du CREDEPSI pour dire quel type... Parce que eux, ce qu'ils voudraient, c'est un code de déontologie, parce que pour l'instant, ce n'est pas un code de déontologie. C'est un code d'éthique personnelle. Si vous voulez le suivre, vous le suivez. Si vous n'avez pas envie, personne n'y est contraint en tant que psychologue. Enfin, il n'y a pas de statut. Donc, ça serait de légaliser sans avoir d'instance. C'est impossible. Juridiquement, c'est impossible. Donc, il faut une instance. Et le problème, effectivement, c'est qu'il y a une instance, c'est à la fois l'application, en quelque sorte, de la déontologie, mais c'est aussi une fonction de discipline. C'est-à-dire, c'est une fonction réglementaire. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un déroge? Alors, ils espèrent s'appuyer sur une jurisprudence du droit commun et que ça suffirait, mais non, ça ne suffira pas. Et donc là, on est dans une impasse et il faudra effectivement que les psychologues se déterminent, mais je pense rapidement. Alors, je voulais vous dire un mot de la fédération. Alors, je vais dire un mot parce que la fédération, c'est un très grand projet. À la fin des années 90, porté d'ailleurs aussi par le SNP, fortement porté par le SNP, se pose à ce moment-là, il y a une dynamique très très forte, au début des années 2000, de faire enfin une grande organisation des psychologues. Alors, il y a un débat entre l'ordre, la fédération, enfin, etc., etc. Pour ceux des plus anciens d'entre nous qui ont assisté à la grande réunion d'annonce en 2003 de la fédération, mais c'est un moment enthousiasmant. Toute la profession y était, quasiment, presque, quand même, relativement, mais quand même. Il y avait une élation très très forte. Simplement, le SNP, 2 ans après, quittait. Pourtant, un certain nombre de cadres issus du SNP, les Tuvé, Robineau, enfin d'autres, etc., Cohen, vont se retrouver dirigeants de la FFPP. Contentieux, sentiment de s'être fait manipuler, embrouille pseudo-démocratique. C'est-à-dire que la représentativité, elle était importante quand vous aviez 10 personnes, quand vous en aviez 1000, vous aviez moins de représentants au fond. Donc, il y avait une embrouille, là, quelque part. Enfin bon, c'est ce qui remonte de ceux qui étaient. Et puis, très très vite, alors c'est porté en particulier par des membres de la SFP, Bastien, qui est très présent à ce titre-là, c'est porté donc par le SNP, c'est porté par des dizaines d'organisations et de représentations de psychologues. Et puis très vite, en fait, ça va basculer. C'est-à-dire que c'est la reprise en main par l'AEPU. L'AEPU qui s'est
progressivement rétracté, parce qu'il y avait une antenne un peu clinique hein, dans la EPU, hein, avec notre collègue de Boulier, hein, Sylvain, voilà, c'est ça, hein, qui a été très vite éliminé, et puis s'est rétracté sur des orientations plus expérimentales, je vais dire ça comme ça, de façon très, très rapide. Et surtout, il va y avoir le rôle de Roger Lécuyer, qui est prof de psycho du développement, hein, je l'avais même eu à Paris 5, moi, dans les années antédiluviennes. Mais qui a une option et une vision très très particulière qui va effectivement faire une emprise en quelque sorte hein, sur la FFP, sur ses orientations, se lier à l'EFPA. Alors l'EFPA c'est un regroupement européen de psychologues hein, qui a enlevé hein, alors, on va y venir parce que c'est de là où ça débouche, hein, va enlever d'ailleurs, qui s'appelait EFPPA au départ, hein, et qui va enlever le professionnel, regroupement surtout d'universitaires, hein, ayant pour fonction de, je cherche si je l'ai marqué là, mais je ne l'ai pas marqué là, hein, d'élaborer hein, une harmonisation des formations en Europe. Hein, c'est surtout ça. Hein. Ils sont 17 universitaires, représentatifs, on ne sait pas véritablement de quoi, mais ils ont décidé. Et ils vont déboucher sur le projet Europsy. Et on va être bloqué, et on l'est encore aujourd'hui, par ce projet Europsy, qui est en fait une espèce de label privé, hein, comme NF, un truc comme ça, avec des supervisions obligatoires, enfin, donc c'est rentable à mon avis aussi en plus, c'est un bon système ça, hein, pour avoir ce label, enfin, etc. Et une vision quand même, quand vous lisez les textes de l'EFPA, hein, c'est une vision très scientifique, entre guillemets, de la psychologie, pas très pluraliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est l'imposition d'un modèle, en fait, d'un paradigme hein, à travers les formations et effectivement en jouant, hein, mais ça c'était notable dès le début des années 2000, en jouant sur la recomposition des enseignants-chercheurs et des programmes pour formater les psychologues dont on avait besoin, entre guillemets. Hein. Donc, et Roger Lécuyer va se battre, hein, et ils vont fonder donc au sein de la FFPP, Cofradec Europsy, hein, pour défendre le projet, pour le mettre en place, enfin, etc. Donc, on voit bien aussi, alors, ce qui n'est pas étonnant, hein, donc la scission, même s'il y a des collaborations qui restent tactiques hein, avec la FFPP qui ont pu être faites hein, aussi, mais on voit bien que l'orientation est surtout tenue en fait par des universitaires d'orientation plutôt expérimentale, avec peu de représentation des autres courants. Hein. Le fil rouge de la FFPP, hein, vous savez, ils ont fonctionné en coprésidence de temps en temps. Première, c'était avec Brigitte Guinot hein, pendant quelques années. Ensuite, il y a eu un président qui était issu de la EPU, qui était aussi président de la EPU à une période. Et depuis, et donc il y a une double coprésidence hein, avec Gladys Mondière. Et là, ça a changé à nouveau, hein, puisque c'est le secrétaire général du Corsi, hein, qui va être présent avec Gladys Mondière, dans des statuts un peu différents. Quel est le fil rouge? Ben, c'est Benoît Schneider, psychologue du développement, enfin, professeur de psychologie du développement, hein, qui a été toujours là, comme coprésident, président, coprésident, hein, et qui est effectivement très lié à l'EPU. Alors, à ce moment-là, la question que je pose, c'est pas un reproche hein, que je fais, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui est défendu, quelle est la représentativité, et est-ce qu'il y a pluralité dans cette affaire-là? Et avec des positionnements, effectivement, qui parfois nous ont surpris, puisque hein, sur l'affaire Montpsy, on sait très bien que le SNP et la FFPP ont été très fortement en désaccord hein, sur les positions prises et les stratégies. Donc, voilà. Et ce type de clivage, alors, il est exemplaire, hein, parce qu'à la fois d'un moment d'illusion, en quelque sorte, hein, de quelque chose qui allait changer d'une profession qui allait enfin s'unir dans une représentation, mais en fait, il n'y a pas de fédération. Hein. Elle ne fédère pas grand-chose, c'est ça que je veux dire. Hein, c'est-à-dire que c'est une organisation comme une autre, hein, qui a, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de lisibilité non plus, c'est aussi un problème, hein. On ne sait pas qui en fait partie, bon, globalement il doit y avoir une dizaine
c'est une coquille peut-être un peu vide, hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein. Bon, voilà, il y a une dizaine d'organisations qui sont des petites organisations, il n'y a pas de grande organisation dedans. Il y a l'AEPU, mais qui est un petit groupe aussi, hein, très efficient, hein, des liens très, très forts, etc. Donc, il y a plus, ou il n'y a pas de groupement, à part, je dirais, la proposition convergence actuellement, hein. Mais vous voyez en même temps combien, hein, mais ça, c'est ça le truc des vieux. Hein, dire que prudence, on en a vu d'autres. Hein. Voilà. Hein, donc, voilà, hein, il y a un mouvement, voilà, délation, c'est très, très bien. Mais attention à la chute. Hein. Et est-ce qu'on ne va pas reproduire ce qu'on a vu avec le CLAP, le CNOP, la NOP, la fédération, hein, quelque chose qui va se dissoudre. Donc, c'est une mise en vigilance, en quelque sorte, hein, pour savoir comment pouvoir faire tenir quelque chose dans une profession qui est beaucoup plus divisée qu'avant. Hein. 80 000 psychologues qui sont sur le marché. Il y a 10 ans, il y en avait 40-45 000. Ah, on en a mis des paquets. Avec, il y a 10-15 ans, ils travaillaient tous en institution, à temps partiel ou à temps plein. Aujourd'hui, il y en a très peu, finalement. Un tiers, un quart, on ne sait pas exactement. Enfin, hein, on chiffre à 14 000 en FPH, enfin, bon, médico-social, je ne vois pas où ils vont travailler, il n'y a quasiment plus de médico-social. Voilà, dans les EHPAD, hein, mais ils n'ont pas beaucoup d'heures en général, enfin, donc beaucoup en libéral. Patrick, je peux donner juste un chiffre. À la sortie du diplôme, actuellement, 40% des nouveaux diplômés ouvrent un cabinet libéral. 40%. Il y a 10 ans, c'était 0. 0% il y a 10 ans. Maintenant, c'est 40%. Et je pense que c'est plus encore. Parce que même à la FPH, il y a des postes. Hein, il y a un collègue qui est dans un GHT. Elle a 10 postes à pourvoir, elle ne trouve pas de psycho. Ils sont pas maso, hein, les jeunes. Hein, enfin, voilà, ils veulent pas y aller. Hein. Les salaires, les conditions de travail, les difficultés rencontrées, hein, la fragilisation statutaire, hein, enfin, tout ça participe. Et donc, on a une nouvelle population et aussi avec des références épistémologiques qui sont très diversifiées. Hein. Quand j'ai écrit de la disparition des psychologues cliniciens, c'est parce que déjà, il y avait des luttes territoriales en université avec des changements d'orientation des psychologues sortants qui étaient très, très nets et qui allaient de ça. Moi, j'étais dans un lieu expérimental qui s'appelait Chambéry. Hein, j'avais cette chance, enfin, je voyais bien comment ça se passait, hein, y compris la joie des relations entre universitaires et la cordialité des liens, enfin, qu'on pouvait voir. Bon, voilà. Bon, je passe sur ces questions-là. Du coup, je ne te laisse pas beaucoup la parole si jamais tu veux m'interrompre, hein, parce que je suis capable de parler même tout seul. Alors, sur les psychothérapeutes, j'y reviens pas parce qu'on en a voilà, pas mal parlé. Et puis là, vous avez des acteurs qui ont été particulièrement importants, hein, sur cette question-là et la lutte qu'il a fallu mener d'arrache-pied, hein, parce qu'entre le premier texte de 2004 et la sortie de 2012, c'est aussi le temps qu'il faut. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un temps, je dirais, du juridique ou du législatif qui est très long, qui est très long. Ah, et qui va demander moult et moult interventions à ce titre-là. Alors, je ne reviendrai pas non plus trop sur le doctorat, hein, je le défends aussi depuis quelques siècles. Hein. J'avais mis un certain nombre de motifs, mais comment Albert les a signalés. Bon, il y avait des motifs. Moi, la première fois où j'ai pensé à la nécessité d'un doctorat, je savais pas encore lire. Hein. Je venais de devenir psychologue après avoir fait d'autres choses, hein, parce que la vie est variée. Hein, donc, et je me suis dit, mais c'est pas tenable. Il y a un truc qui va pas du tout. Là, je peux pas bosser comme je veux. Enfin, bon, hein, enfin, alors, c'est-à-dire je me suis aperçu très vite qu'il y avait des problèmes statutaires. C'est-à-dire que la première raison pour moi, c'était les problèmes statutaires. Hein. Ensuite, il y avait des problèmes, des motifs organisationnels, hein, qui étaient non négligeables. Hein. Puis, effectivement, des motifs cliniques, même si à mon époque, jamais un psychiatre ne serait venu me dire qu'il faut faire ceci ou cela. Hein. Non pas simplement parce que je suis un caractériel psychopathe, hein, c'est pas ça la question. Hein, non, c'est simplement parce que il y avait un lien de confiance, hein, et je le rappelle, alors ça je le glisse aussi en même temps, la raréfaction des psychiatres, ça existait déjà à l'époque. Hein.
puisque moi, je me suis retrouvé, comme d'autres de mes collègues, à gérer pendant plus de 8 ans un hôpital de jour pour enfants, de sa création jusqu'à sa mise en place, donc pendant 8 ans. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y avait aussi un type de rapport avec les psychiatres qui était tout à fait différent. On était dans un rapport de collaboration et de parité, je dirais, de fonction. Il n'y avait pas de soucis, ce qui a changé depuis. Bon, un motif formatif, de formation, ça a été évoqué là à plusieurs reprises, je ne reviens pas. Une question déontologique aussi, qui me semble importante à ce titre-là. Alors, je dis ça, mais qu'est-ce que devient la déontologie dans une pratique libérale? Je ne suis pas sûr qu'elle tienne très très bien. Pourquoi? Parce qu'on est sur des enjeux, je dirais, concrètement financiers, avec des aménagements parfois délicats. On est souvent dans une très grande solitude. Alors, je dis ça, pourquoi? Parce que nous, on voit remonter des affaires en tant que syndicat. Et on voit de tas de choses qui sont quand même très, très surprenantes de la part de nos collègues, qui sont très problématiques. Voilà. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, plus qu'hier, la nécessité d'une haute instance est nécessaire. Et que ceux qui sont le plus réticents sont ceux qui sont déjà institutionnalisés. Hospitaliers, éducation nationale, voilà, parce qu'ils ont ce garant-là en quelque sorte. Pour les autres, il y a un grand isolement. Bon, des motifs institutionnels, des motifs professionnels. Et effectivement, il a été évoqué aux États-Unis, par exemple, il faut le PhD pour exercer. Alors, bien sûr, ça donne des compétences diagnostiques. Et ça, c'est un point important, parce que le monopole médical fait qu'il n'y a qu'eux qui ont le diagnostic, en principe. Tandis que là, et thérapeutique, pour toutes les formes d'intervention, c'est la possibilité d'appliquer des recherches et de les faire et de les monter, mais c'est aussi d'assumer des postes de direction au sein du système de santé. Je rappelle toujours, j'aimais beaucoup rappeler ça quand j'étais dans des colloques de psychiatres, qu'aux États-Unis, vous avez un certain nombre d'institutions qui sont dirigées par des psychologues avec des psychiatres à leur service. En France, ça ne détend pas. Bon, c'est un peu provocateur, mais ce que je veux dire là aussi, c'est comment on peut se penser. Alors, ce n'est pas tous les psychologues, c'est quelques psychologues qui sont intéressés par ces fonctions-là, parce que là aussi, la diversité des fonctions psychologues. La loi de 85, pourquoi elle n'est pas tombée sous le joug du ministère de la Santé? Parce qu'un des arguments, ça a été de dire, il y a des psychologues qui travaillent dans le champ de la santé, de la psychothérapie, etc., mais il y a des psychologues du travail, il y a des psychologues de l'éducation, etc., et que le traitement des psychologues ne peut se faire que de manière interministérielle. Et si on ne sort pas, effectivement, de la vision, entre guillemets, du soin, alors d'abord, la question du travail psychologique, c'est pas que du soin. C'est pas que du soin. Ce que je veux dire par là, c'est pas du soin au sens de la santé. Pourquoi? Parce que la santé, on a fait équivaloir la santé en France à médecin, ce qui n'est pas la définition européenne. Et il faudrait pouvoir s'appuyer sur la définition européenne pour pouvoir le faire. Bon, autre question, mais autre interrogation, c'est la question du N+1. Alors, vous lancez ça dans un intercollège, vous courez tout de suite, c'est extrêmement dangereux à ce titre-là. Mais en même temps, il y a un paradoxe. En 97, comment elle s'appelait, Navelet et j'ai oublié sa collègue, faisaient un petit bouquin sur les maltraitances et les souffrances institutionnelles des psychologues. On avait proposé pour psychologues de faire un truc sur violence que subissent les psychologues dans l'exercice professionnel. Aucune réponse. Nous sommes une profession de béatitude avancée. Tout va bien. Alors qu'on sait que c'est pas vrai. Et que là, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que à vouloir refuser des formes d'organisation, après on peut les discuter sous plein de formes, en fait on est soumis à n'importe quelle hiérarchie. Alors, bon, que faire Alors, est-ce qu'il faut un N+1 dans le sens hiérarchique du terme, avec le risque effectivement que ça soit qu'un agent de la direction? Ou est-ce qu'il faut que ça soit un représentant élu d'une certaine manière, qui fasse aussi référence, voilà. Parce que on dit, oui, il y a les collèges, c'est important. Oui, c'est important, sauf que ça n'a pas de statut.
Et les collèges, la réalité des collèges, moi j'étais dans un hôpital psychiatrique pendant quelques siècles, ils ont fini par me lâcher. J'étais dans le collège, mais on était 3-4 sur 50 à être dans le collège. On avait 20 ou 30 personnes quand on disait il y a le FIR, là, il y a une menace sur le FIR. Alors là, tout le monde venait. Hein, voilà. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que l'investissement des psychologues, il n'est pas si grand que ça. Hein. Enfin, on voit bien au niveau syndical la difficulté à mobiliser. Hein. C'est quand il y a une mise en danger que les gens sortent du bois, hein, puis après ils retournent. Hein, voilà. Donc il y a une difficulté là. Voilà. Et puis je pense que de toute façon, il faut y réfléchir. Hein, d'une façon ou d'une autre, il y a une expérimentation, on ne sait pas trop ce que ça a donné, il y a des oppositions, hein, mais je pense que c'est un débat. Alors, je finirai sur deux ou trois points. Bon, le rapport au médical, ça a été dit, hein, 52 Conseil de l'ordre des médecins, le statut d'auxiliaire médical du psychologue. C'est reformulé en 70. En 68, pourtant, l'OMS rappelle que le psychologue n'est pas au service du médecin, mais du patient. Rapport de l'ordre des médecins du docteur Monnier, hein, en 2001, faire des psychologues des paramédicaux. 2003, rapport de l'Académie de médecine sur la pratique des psychothérapies. Je crois qu'on a un autre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. C'est le même en fait. Hein, à peu de choses près, hein, on va retrouver à peu près les mêmes choses. Hein. Le psychologue exécute et est soumis aux règles déontologiques applicables à l'exercice de la médecine. 2004, rapport de Cressard, hein, pour le Conseil de l'ordre des médecins, et puis on pourra en citer plein d'autres, hein, qui ont tous les rapports de l'IGAS, la Cour des comptes, hein, les rapports Pilet et Rolante, enfin, etc., etc. Il y a hein, une représentation très forte, très figée, une emprise médicale. Hein, tout à l'heure, Albert disait, il y a plein de médecins qui sont députés, ça aide. On a trouvé 1 ou 2 psychologues députés. Quand même, mais ils se sont égarés à mon avis. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a dans le profil psychologique des psychologues, ben moi je trouve que ça serait intéressant d'avoir une sociologie, enfin, mais probablement parce que je suis un petit peu hétérogène sur certains aspects, je me suis toujours demandé pourquoi les psychologues étaient aussi passifs et compliants vis-à-vis de ce qu'on leur imposait, très globalement. Pourquoi, voilà, pourquoi ils n'arrivent pas à prendre des places, par exemple, pourquoi il n'y a pas une partie de la population qui investit des mandats de députés, des choses comme ça, hein, avec, voilà, pourquoi hein, parce qu'effectivement, on voit bien qu'on se positionne dans une place de profession d'exécution. Toujours. Et ça, voilà, c'est peut-être à interroger à ce titre-là. Bon. Voilà, je passe parce que ça a été dit, le passage à LMD, passage du 3e cycle au 2e cycle. Et à ce moment-là, on répond plus de la loi de 85. Parce que la loi de 85, elle s'est construite par une petite ruse, je dirais, c'est-à-dire que c'est Boyer qui a dit il faut appuyer le texte sur les psychologues sur la récente loi Savarin de l'université, de la mise en place des DSS et de la définition surtout du 3e cycle, qui associait la pratique et la recherche. Et c'est en regard du 3e cycle que la définition des psychologues a été donnée. Or, aujourd'hui, les psychologues qui sortent sont 2e cycle. Donc, ils sont dans une position très clairement de paramédicaux dans leur formation. Voilà. Donc, il y a une espèce de convergence. Hein. Alors, je ne rappellerai pas non plus hein, que par rapport au code de santé, les psychologues y sont depuis longtemps. Il y a plus de 30, hein, je pense que depuis les 3-4 dernières années, on est passé au moins 40 arrêtés qui définissent les psychologues dans des positions paramédicales. Les derniers portaient sur l'obésité, sur les personnes âgées, sur l'autisme, enfin, etc. Hein, mais il y a eu, avant, il y en a eu sur le cancer, il y en a eu, etc. Définition des psychologues, fonction d'auxiliaire médical. À ce titre-là. Hein, donc les choses hein, sont quand même bien en prise. Hein. Alors, dernier point, puis je m'arrêterai là-dessus. Hein. Enfin, deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a eu déjà plusieurs tentatives, hein, et Roland, je pense que tu étais plus qu'au courant, en 2005 en particulier, d'avoir des formations, je dirais une année supplémentaire de formation sous la gouverne des facultés de médecine. En début 2020,
En 2005, hein, il y avait Besançon Paris 5, l'école Cateau de Lille et l'école des praticiens hein, qui étaient sur la route, et Besançon aussi hein, sur un autre modèle. Ça avait rencontré un certain blocage de la profession et donc c'était pas passé. En 2020, quand je rencontre le délégué ministériel Bélivier, première chose qui glisse, c'est qu'on pourrait peut-être faire une année de professionnel de la santé dans les facultés de médecine et même un directeur d'un bureau de formation qui est descendu. Enfin bon, ce qui est reproposé à nouveau, ce qui est en train de se mettre en place, ce qui rejoint le projet Europsy de la 6e année. Hein. Il y avait un groupe de travail sur l'allongement des études hein, avec les FFP, SNP, enfin, 2-3 autres, AUPU, etc. Ils se sont mis d'accord, avec l'accord de la SNP, sur juste une 6e année. On a rappelé que 6e année, ça ne sert à rien, et que c'est un piège en plus, et qu'il faut passer un doctorat professionnalisant, hein, comme l'a rappelé Albert à ce titre-là. Ce qui pose d'autres questions là, techniques, hein, je dirais, oui. Oui, ouais. Ah. Non, c'est juste un petit rajout. Il y a aussi, c'est à mettre en corrélation indirecte avec le fait que maintenant, il y a ce qu'on appelle les passes. C'est la possibilité que c'est à peu près une trentaine d'étudiants par université de médecine rentrent en 2e année de médecine ayant fait une première année de psycho, une première année aménagée. Et il est en train de se mettre en place le système inverse, c'est-à-dire le fait que des étudiants de médecine puissent évidemment continuer, qui sont à un moment refusés, ou qui ne veulent pas continuer leurs études, passent en psycho. Et toute petite, ça c'est vraiment pour l'anecdote, il a été négocié, ça a été mis en place, le fait que lorsque l'on dispose d'un doctorat de psycho, on peut rentrer sans autre procédure en 2e année de médecine. Et c'est pour ça que tout est interconnecté en quelque sorte, hein, et que là, le jeu des passerelles et des modifications, hein, alors, là aussi, hein, pour en rajouter sur la misère de l'affaire, hein, viennent d'être réduits un certain nombre d'heures, de coûts dans le cursus licence, où on supprime beaucoup d'heures TD en quelque sorte pour des heures CM. Hein. C'est une économie énorme hein, du point de vue du financier. Hein. Mais c'est une perte de qualité et de qualification hein, qui est à venir. Hein. Donc là aussi, on voit bien que la formation, puis déjà quand il y avait eu le passage au LND, le nombre d'heures en formation psycho avait largement diminué puisque c'était hein, quelque chose d'un peu transversal de façon à permettre des orientations. Hein, le MESRI, pendant longtemps, ne posait que la question quelles sont les orientations en fin de licence. Hein, c'était ça seul parce qu'il y avait voilà, une question que se posait le ministère à ce titre-là. Donc, il y a très peu d'heures de formation en fait en psycho. Ils arrivent avec un master 2 avec un nombre d'heures qui est relativement exsangue aujourd'hui. Hein. Et on voit bien, vous avez des séquences d'heures, là je vois bien ce qui est en train de se passer, vous avez des séquences d'heures de 10 heures. Alors en L2, ils vont faire 10 heures de psychopatho. Hein, puis 10 heures de psychoclinique. Et puis en L3, ils feront 10 heures de psychopatho. C'est fait. Oui, c'est toutes les licences, hein, ça ne concerne pas que la psycho, mais c'est pour dire un petit peu la paupérisation dans laquelle on est hein, et cette fragilité. Alors, voilà, je vais pas en dire plus, hein, et simplement, hein, je rajoute bien hein, sur le fait, hein, je suis presque je rajoute bien sur le fait que l'ensemble des actions, que ce soit les textes de 70, 91, 82, 85 surtout, enfin, etc., c'est l'action d'un certain nombre de militants
Hein, je voudrais quand même rendre hommage à ces militants qui font ça avec une certaine discrétion, hein, et qui sont en fait, c'est eux qui sont, je dirais, les paravents en quelque sorte, ou qui essayent de défendre la profession. Hein, parce qu'ils vont au front, parce qu'on n'en entend pas parler, parce que on les voit dans les institutions, enfin dans les organisations, dans les syndicats, parce que ben voilà, on est en contact avec eux, mais c'est surtout eux qui font le job. Hein. Enfin, voilà. Et je trouvais important voilà, d'en avoir cité quelques-uns, enfin, au niveau du SNPO. Merci. Grand merci Patrick pour cet exposé vraiment extrêmement éclairant. Merci beaucoup à tous les trois et puis quatre avec Albert Sicone qui était en début tout à l'heure également. Les exposés de ce matin vont permettre d'alimenter, d'éclairer, de donner énormément de grains à moudre pour les tables rondes qui vont avoir lieu cet après-midi. Donc, c'est cet après-midi que nous allons pouvoir tous échanger ensemble, échanger surtout avec chacune des personnes présentes aujourd'hui en Zoom. Donc, nous avions souhaité en effet que cette journée laisse dans la matinée la large place à l'historique de la profession, qui est extrêmement enseignante, puisque en effet, si on ne sait pas d'où on part, eh bien, on n'est pas éclairé sur les combats qu'il faut mener. Donc là, vous en avez souligné de nombreux qui sont extrêmement importants à venir. Je pense que celui de la paramédicalisation des psychologues, je pense que tout le monde le conçoit bien. C'est une lutte, d'ailleurs, vous l'avez souligné, qui est présente depuis le début de la profession des psychologues. Il a toujours fallu batailler contre ça. Ça a des implications concrètes, hein, on le voit bien, par exemple, mon psy, qui propose 8 séances remboursées. Petit alinéa, vous aurez le droit de retourner voir le psy 1 an après pour 8 séances, à condition que ce ne soit pas pour le même symptôme. Donc, il faut être guéri. Donc, pour que le symptôme évolue, se déplace. Mais on voit bien que mon psy, vraiment, c'est cette paramédicalisation des psychologues qui voudrait que nous ayons la même éthique, le même code de déontologie, ce qui n'est pas le cas. Je veux dire, le psychologue, on ne le forme pas à guérir, par exemple, de la schizophrénie. Ce n'est pas la question. En fait, on est formé pour apprendre à écouter, entendre, donner la parole et interpréter et prendre en considération au cas par cas un sujet et pas à guérir des patients en 8 séances. Donc, il y a ce point-là. Ensuite, il y a tellement de points que ça va être compliqué, mais on les reprendra cet après-midi. Mais vous nous avez beaucoup éclairé également, je trouve, sur la complexité de la question d'un ordre des psychologues, sans apporter de réponse aujourd'hui, parce qu'en effet, les échanges vont avoir lieu cet après-midi et c'est important qu'on en parle ensemble. Mais vous nous avez éclairé sur la complexité, c'est-à-dire que l'ordre des psychologues, vous disiez, si on dit oui, on rentre dans le code et on est paramédicalisé. En même temps, si on dit non complètement, on n'est pas représenté. Ou alors on risque d'être représenté par une minorité de psychologues. Donc c'est très, très embêtant. Donc, vous proposez une solution tierce, on va dire intermédiaire, il me semble, avec la proposition d'un haut conseil. Peut-être qu'on en reparlera cet après-midi, afin d'éclairer cette proposition-là. Je trouve que c'est une idée à éclaircir. Et puis, bien évidemment, il y a eu la question d'un doctorat pour les psychologues qui a été largement soutenu par chacun de vous. J'ai mis moi dans la discussion des questions, puisque c'est vrai que je pense que c'est important qu'on en discute et qu'on en parle pour que chacun puisse s'approprier les tenants et les aboutissants. Et si vous tous, avec votre expérience, vous avez l'idée que c'est ce qui conviendrait de faire, on puisse cerner les raisons pour lesquelles c'est le mieux pour notre profession. Voilà, et puis peut-être pour conclure, dire que je pense que ce qui nous réunit quand même tous aujourd'hui, c'est quand même la défense de la clinique, du sujet, des patients, de leur écoute au cas par cas, et que pour cela, la pluralité de nos pratiques est nécessaire et cruciale. Bien sûr. Oui,
Le premier point, c'était pour dire qu'effectivement, le monde psy montre bien qu'on est passé sous le contrôle des caisses d'assurance maladie. Hein, c'est-à-dire que c'est l'administratif et le gestionnaire, hein, et qui a besoin d'actes pour pouvoir comptabiliser, etc. Et ça, c'est voilà, le médical rentre bien dans cette logique-là, hein, au-delà de ça. Hein, et puis d'avoir un seul prescripteur, hein, c'est voilà, même si c'est aberrant. Enfin, le parcours de soins, tout le monde le subit pour des tas de trucs. Je veux dire, c'est des fois, on se dit que c'est quand même du temps perdu et de la dépense inutile que d'aller voir son médecin pour dire j'aurais besoin d'une radio. Hein, alors qu'on est en train de cracher le sang, qu'on se dit quand même qu'il y a un peu d'urgence, qu'on avait déjà deviné, qu'on pouvait aller le voir directement. Enfin, mais bon, hein, je passe sur la logique de rationalisation, enfin, qu'on connaît depuis les logiques d'évaluation. On avait vu ça au début des années 90 à l'hôpital, hein, c'était quand même assez surprenant. Hein. Sur les autres points, moi je pense aussi qu'il y a des choses qui ont été beaucoup travaillées, hein, et que là aussi il faudrait qu'on fasse remonter cette littérature un petit peu grise. Hein, par exemple, sur la question du code, de l'ordre, etc. Hein, Jacques Borgier avait fait travailler une juriste, hein, qui avait fait un compte-rendu, un rapport. Je pense qu'on va arriver à le retrouver, à le remettre sur le site. Hein. Je vous ai beaucoup parlé de Gérard Fourchet parce qu'il a fait pas mal de mémorandums qui disent déjà tout ce qu'on dit, hein, toutes les questions qu'on se pose, hein, sur un mode très technique, très juridique. Il réaborde ça, il montre les impasses, les limites, les logiques dans lesquelles on se trouve. Hein. Voilà, c'est de reprendre ça. Mais il faut se réapproprier. Et pour le doctorat, je dirais, c'est pas pour ceux qui sont en poste aujourd'hui. C'est la clause du grand-père. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont leur diplôme, hein, depuis plus d'un an ou deux, ils n'ont même pas de souci à se faire. Hein, puisque c'est la clause du grand-père, c'est ce qui avait été fait quand il y avait eu la mise en place du DSS. Hein. C'est pour ça qu'on a récupéré quand même Alain, hein, à ce moment-là, dans le camp des psychologues, ce qui était resté, c'est pas encore gagné. Est-ce que vous ne pensez pas que pour les étudiants qui sont nombreux à nous écouter, quand même aussi aujourd'hui, ça peut poser question, puisque s'engager dans des études Bac+5, ce n'est pas la même chose que de s'engager dans des études Bac+8. Il y a quand même une dimension d'une certaine précarité, la vie étudiante qui dure plus longtemps. Qu'est-ce que vous diriez pour convaincre aussi les étudiants alors ? Effectivement, hein, c'est une question, mais c'est une question qui est là depuis longtemps, hein, parce que quand vous êtes dans une petite ville de province, vous voulez faire des études de psycho, vaut mieux avoir des études en règle générale, hein, en université, vaut mieux avoir des parents un peu aisés quand même. Hein, sinon, il y a que quand voilà, on habite dans des grands centres urbains, hein, où on peut arriver avec le bus ou le métro, arriver à la fac sans que ça nous coûte trop. Hein, mais Solène, si je peux juste dire un mot, Patrick. Il faut dire aux étudiants qui s'engagent déjà dans des cursus à Bac+, bien plus que Bac+5, que déjà, s'ils veulent être psychologues avec un master, ils feront bien plus que 5 années et qu'ils vont faire des formations continues tout le temps. La question du doctorat, c'est faire reconnaître ce que les psychologues font déjà pour travailler comme ils le font. C'est pas rajouter des années, c'est reconnaître ce qu'ils font déjà et l'inscrire dans un cursus qui leur donne un statut bien plus confortable pour pouvoir discuter avec leurs interlocuteurs et ne pas être tout le temps méprisés et déconsidérés. Ils s'engagent déjà dans des parcours qui vont aller bien au-delà de 5 ans. Ce n'est pas possible de travailler comme psychologue avec juste 5 ans de formation. Et on proposait aussi que ce soit des stages rémunérés. C'est-à-dire la négociation, elle portait là-dessus, de vrais stages, hein, c'est-à-dire des stages de 6 mois avec une responsabilité clinique. Hein. Voilà, les 3 années de formation doctorale, ce seraient des années de pratique payé, rémunéré, pas simplement gratifié 3 € de l'heure, mais avec une vraie rémunération, voilà, avec un système, par exemple, de formation en alternance, et qui compterait même pour les points pour la retraite, etc. etc. C'est la reconnaissance d'un travail qui se fait déjà, mais qui pourrait entrer dans un cadre donnant un diplôme supérieur, revenant à un 3e cycle. Oui, non, et puis dans la réalité, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Dans la réalité, on voit bien aussi qu'il y a des gens qui s'engagent en première année, qui ont vraiment une visée, qui veulent devenir psychologues, etc. Et je ne crois pas que ce soit rédhibitoire véritablement la durée dans les conditions dont on vient de parler. Et puis, heureusement, il y a aussi des étudiants qui découvrent les choses progressivement. Il y a des paliers.
hein, des étudiants qui voulaient bifurquer à la fin de la licence, qui voulaient faire autre chose, qui voulaient s'arrêter et qui mordent vraiment à la formation au fur et à mesure, et il se passera la même chose en deuxième cycle, etc. Je voulais juste rajouter un petit point, c'est que c'est vrai qu'on s'interroge tout le temps sur le ministère avec lequel on a à négocier la santé, les universités et la recherche, etc. Et on a découvert, par exemple, il y a quelques années, qu'il n'y avait aucun contact entre ces ministères, hein, dans certains cas. Et c'est nous qui les avons mis en contact. Mais je suis complètement d'accord là avec un point de ce que disait Patrick Ange, c'est que le ministère qui risque et qui est en train de mettre tout le monde d'accord, c'est Bercy. Hein, c'est-à-dire que c'est évident que c'est le plan économique qui change. C'est-à-dire que lorsqu'on en sera réduit à négocier avec Bercy, on sera là totalement mort. Bon, bah, écoutez, on voit que, en tout cas, les échanges sont bien vivants et qu'on va pouvoir finalement faire peut-être une petite pause. Je voulais juste vous remercier également d'avoir attiré notre attention sur le projet Europsy, un label. Donc, je pense que ça peut être intéressant que les collectifs, associations, etc. de la convergence s'intéressent un peu à ça, avec une vision scientiste, donc pas du tout pluraliste des pratiques. Et voilà, ça fait partie aussi des choses contre lesquelles, en effet, on a envie de dire non.